5 sur 7 matin, place à présent à Sonia Wenoude. Avec elle, on parle de la reine Tassi Hangbe. À tout de suite. Longtemps resté oublié dans l'histoire du Bénin, son rôle dans la dynastie du royaume d'Abomey commence par être connu et répandu. Elle s'appelle Tassi Hangbe, une reine qui a régné sur le Dahomey au XVIIIe siècle dans une société hautement patriarcale. Sa légende inspire, j'allais dire, aujourd'hui les écrivains. Vous allez découvrir un beau portrait qui propose une entrée historique à des adolescents ou des adultes dans un monde en pleine mutation. Pourquoi s'intéresser à ces femmes effacées de la grande histoire? Comment la culture populaire via les bandes dessinées ou les livres contribue-t-il aussi à leur redonner leur place? Sonia Wenoude Kwaozouti est notre invitée. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Très bien. C'est un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. Vous avez publié Tassi Hangbe, reine du Dahomey, même, j'allais dire, que vous avez réalisé avec Ezekias Gbadamansi. Donc cette BD, cette magnifique BD destinée aux enfants, c'est cela, aux enfants et aux adolescents? Moi je dirais, tout d'abord bonjour, je dirais à tous les publics. Tous les publics amoureux de leur histoire, amoureux de découvrir des pans cachés de l'histoire du Dahomey. D'accord. Alors, Tassi Hangbe, comment est-ce que vous en avez entendu parler? Ben, pour la médiatrice culturelle que j'étais, lorsque je travaillais à l'école du patrimoine africain, j'avais remarqué sur les tentures royales un trou. Parce qu'on m'avait dit qu'il y avait une femme qui avait régné, et j'ai dit, mais je ne la vois pas, je ne la retrouve pas. Et j'ai commencé à mener des recherches. Et lorsque je travaillais sur la bande dessinée Béranzi, on m'a dit, oui, il y a une reine. Il y a une régente. J'ai dit non. Pourquoi on me parle d'une régente? On me dit non, elle était régente parce qu'en attendant que le fils de son frère ne prenne le pouvoir. J'ai dit qui était son frère? On m'a dit le roi Akaba. Et là, j'ai commencé à fouiller, à vraiment fouiller. Et je me suis rendu compte qu'elle était la jumelle du roi Akaba. À partir du moment où, ici, dans notre histoire, les jumeaux sont considérés comme une entité, j'ai dit, ben, à partir du moment où son frère a chaussé les sandales du roi, elle aussi, elle les a chaussées en même temps. Donc, ça veut dire qu'elle a co-régné avec son frère, Akaba, qui est décédé de façon tragique pour certaines sources. On nous dit qu'il est décédé de la variole, et d'autres sources nous disent qu'il est décédé au combat. Et Hangbe, étant très physiquement ressemblante à son frère, a pris le lead des troupes et a gagné cette guerre-là. Et lorsqu'elle est rentrée automatiquement, elle a continué à régner. Très bien. Alors, on récapitule. Tassi Hangbe, ou si vous voulez Hangbe, c'est la fille du roi Wegbadia, qui est le deuxième roi du royaume de Dahomey. Elle est la sœur jumelle d'Akaba, qui prend donc la succession de son père à sa mort. Il est un farouche guerrier et il va mourir lui aussi à son tour lors de la bataille de Lissézou, parce que selon certaines sources, justement, c'est au cours de cette bataille qu'il découvre une entité, un vaudou qui n'était pas connu du royaume de Dahomey, le vaudou Sapata, qui est donc le dieu de la terre. Voilà. Il va choper la variole et va mourir au combat. Et sa sœur, sa sœur jumelle, va se saisir des attributs du roi, va même faire les obsèques de son frère sans même consulter la cour royale, dans le total secret. C'est un acte de bravoure, ça déjà, non? Pour moi, c'est un acte fort, un acte de bravoure. Parce que dans une société déjà où la femme, pour moi, n'avait pas un grand rôle à jouer, être la jumelle du roi, mais parce que déjà, considérons qu'elle régnait déjà. Zingwe régnait aux côtés de son frère déjà, donc il fallait qu'elle prenne déjà les rênes du pouvoir déjà. Perdre son frère au combat, ce n'est pas donné. Et c'est difficile, mais en faisant cela, elle a déjà marqué déjà d'un point pour dire « je suis là, je vais devoir régner ». On ne va pas attendre que le fils grandisse, soit majeur, et je vais régner. Et elle a pris le pouvoir, mais ça a été 3 longues années difficiles et pénibles, où elle a été accablée de tous les maux. On l'a traitée de tous les noms d'oiseaux. Mais une femme frivole, voilà, de mœurs légères. Voilà, parce qu'on n'acceptait pas
qu'elle puisse diriger, qu'elle puisse instaurer les impôts, qu'elle puisse créer le premier corps des Amazones, des Agodiers, pour sa protection, nous ne l'oublions pas, parce qu'elle est arrivée dans un contexte vraiment difficile. Beaucoup de notables étaient contre elle, et vous savez qu'il y a eu ce qu'on appelle... il y a eu un meurtre pour l'obliger à partir. Voilà. Il y a eu le meurtre de son fils. Le meurtre de son fils, pour l'obliger à partir, parce que d'autres avaient peur que la couronne ne change de camp. Et justement, d'autres avaient peur que la couronne ne change de camp parce qu'elle a eu ce fils avec un roturier. Un roturier qui est à Gossassa. Dans la succession, on ne voulait pas qu'un roturier puisse venir au trône. Pas du tout. On ne pouvait pas accepter cela parce qu'il fallait rester dans la lignée royale. D'accord. Voilà. Et c'est de ça qu'ils ont eu peur et ils ont commis l'acte le plus ignoble qu'on puisse faire pour obliger une mère à abdiquer. Justement. Et son abdication... on ne lui a pas accepté parce qu'on a dit qu'elle a été à un moment donné, elle s'est laissée fragiliser. Mais c'est quoi de plus normal qu'une mère qui perd son enfant que de devenir un être fragile? Quelle que soit la couronne qu'on porte, lorsqu'on perd un enfant, on devient un être fragile. Et justement, lorsqu'elle perd son enfant et donc décide de céder le trône, et c'est d'ailleurs là que commence le récit de cette BD, elle commet un acte fort dans le royaume aussi. Elle prend sa douche intime devant les sages et notables et maudit le royaume. Et l'histoire raconte que justement, lors du règne de son frère, que le règne sera marqué par Dosso Agadja, il a fait un règne difficile. Il y a eu la famine, la sécheresse. Et il a dû même aller consulter sa sœur. Parce que quand elle s'est retirée dans son palais privé, elle était accessible, les gens allaient la voir. Il allait la voir pour discuter avec elle. C'est vrai que ce n'est pas marqué dans la bande dessinée, sinon ce sera un très grand album. Mais il allait la voir pour discuter avec sa sœur et ensemble ils ont trouvé des solutions. Elle était toujours là, même si elle ne régnait plus. Et c'est vrai qu'après, l'oublier, parce que comme on a fusionné son règne au règne de son frère, on l'a oublié un peu. Mais le corps des Amazones est resté un peu. Il a fallu que Guézo accède au pouvoir pour qu'un jour, dans des cérémonies de libation, quelqu'un dise, mais j'ai été oublié. Plus personne ne pense à moi. Pourquoi cela? Et il consulte, on dit non, c'est l'âme de Rangwe qui réclame à elle aussi des libations. Ce qui fait qu'aujourd'hui, au niveau de la cour du roi, au palais, qu'on fait les libations, on fait les libations aussi au nom de Tassi Rangwe. Voilà. Justement. Voilà. Et aujourd'hui, maintenant, on va remarquer que dans les tentures royales, elle apparaît maintenant. Alors, pendant longtemps, il y a son histoire qui a été oubliée, de la grande histoire du royaume de Dahomey, tout comme un autre roi qui a régné et dont on a effacé le roi à Dandozan. Et de plus en plus, cette histoire-là est portée au goût du jour, notamment celle de Tassi Rangwe. Tout le monde ne s'accorde pas à dire qu'elle a régné. On parle d'une régence. On va trancher une fois pour toutes, peut-être pas sur ce plateau, mais est-ce que Tassi Rangwe a régné ou elle a assuré une régence? Pour moi, je dis qu'elle a régné. Je dis qu'elle a régné parce que, comme je le dis, en tant qu'entité, les jumeaux considérés comme un seul être, à partir du moment où son frère a chaussé les sandales, elle les a chaussés aussi. Donc, elle a co-régné avec son frère. Et après son frère, elle a continué de régner. Pour moi, il n'y a pas eu de régence. À partir du moment où je suis assise sur le trône, je suis une reine. Très bien. Alors, comment est-ce que vous avez pu reconstituer cette histoire? On sait qu'il y a très peu d'écrits sur Tassi Rangwe, et d'après mes sources, de ce que j'ai pu consulter, le premier écrit sur Tassi Rangwe date de 1948, et c'est un ouvrage de Anatole Kwasi, Le règne d'une femme dans le royaume de Dahomey, qui est le premier récit donc écrit sur Tassi Rangwe en 1948. Il y a eu aussi un autre ouvrage de Arnaud Zohou. Bien sûr, que j'ai consulté la famille Rangwe. Philosophe, essayiste. Arnaud Zohou est de la famille Rangwe. Absolument, il est de la lignée. Donc, et qui a même réalisé un film. Un film documentaire. Donc, j'ai consulté tous ces articles-là, les articles de Sophie Adonon. Il y a eu plein de thèses qui ont été écrites sur Tassi Rangwe, qui sont cachées aujourd'hui dans une université, auxquelles j'ai eu accès. J'ai eu accès avec certains historiens avec qui j'ai discuté. A fait les allers-retours à Abomey, discuter avec la famille Rangwe, et l'actuel Rangwe qui est sur le trône, avec qui j'ai eu aussi des informations, qui m'a mené, c'est-à-dire j'ai vraiment fait le tour, j'ai découvert aussi le premier puits artésien que Tassi Rangwe avait foré à l'époque.
Donc, c'est pas facile parce que faire un travail de recherche historique est compliqué parce qu'à un moment donné, il faut venir comparer. Et dans ce travail de comparaison, il faut faire un choix. Et c'est ce choix qui est des fois un peu difficile parce que les gens vous diront oui, mais c'est parce que nous on a appris, il y a tellement de sources, mais à un moment donné on s'arrête, on fait un choix et puis on l'accepte et on est prêt à le défendre. Très bien. Maintenant, quitte après, bon, comme on le dit dans les pourparlers, voir qu'est-ce qui n'a pas été dit, pourquoi ceci n'a pas été abordé, etc. C'est des fois fait exprès pour amener des personnes à aller encore chercher plus. Voilà. Alors, tous ces récits sont issus donc de sources orales, même les sources écrites aussi. De sources écrites, mais ces sources écrites inspirées elles-mêmes de sources orales. Donc, fatalement, il y a risque d'oubli, il y a risque de travestissement de l'histoire. Comment on est sûr que cette histoire-là n'a pas été travestie au fil des siècles? On ne peut pas être sûr à 100% que l'histoire ne fut pas travestie, parce que l'oralité, c'est vrai que après on magnifie certains pans de vie de cette personne-là, et dans l'oralité, il y a des choses qu'on cache aussi, qu'on ne découvre pas. Et pour moi, travesti ou pas, il y a quelque chose qui reste. Et c'est avec ce substrat qui reste là qu'on va construire cette nouvelle histoire pour nous. Mais déjà, une majorité d'informations, une majorité d'écrits concordent par rapport au règne de Tachirangbé. Certes, d'autres disent que quand elle a fait sa toilette intime, elle a aspergé plutôt les vaudous, mais d'autres disent que ce sont les notables dans la cour qui ont été aspergés de cette eau, l'eau de son bain, qui était vraiment un acte fort, parce qu'elle est sortie presque dénudée du palais. Et derrière, elle a maudit le royaume. Elle a maudit lors du règne donc de son frère qui va lui succéder, donc le prince Zou, devenu donc Agadja. Il y aura presque plusieurs années de famine et de sécheresse. Oui. Il lui fallut donc consulter des oracles. L'oracle pour comprendre ce qui se passait dans le royaume. Alors, Tachirangbé, sa personnalité, qu'est-ce qu'on en sait? Son portrait psychologique, qu'est-ce qu'on en dit? On la traite de femme forte. C'est vrai qui aime beaucoup chanter, qui est beaucoup gay, mais quand son nom Rangbé d'ailleurs. De son nom Rangbé, Zinwe. Qui arrive, qui règne avec son frère, mais on la traite d'une femme très forte. D'après ce qu'on lui dit, qui est très grande de taille, qui était vraiment une copie conforme de son frère, de son jumeau Akaba, à qui elle ressemblait vraiment, mais très forte. Son frère n'hésitait pas à lui demander conseil, parce que tous les deux co-régnaient. Et elle était prête à être partout. Et il faut dire qu'elle a été au combat. Donc imaginez un peu la capacité de cette femme-là, la force qu'elle avait d'aller au combat à cette époque-là, parce que les gens là disaient qu'elle était une chasseresse d'éléphants. Donc, pour être chasseresse, il fallait être fort. À la fois physiquement et moralement. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des forces qui contestent l'histoire de Tachirangbé dont le règne a été greffé à celui de son frère? Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de personnes ne contestent pas le règne du roi Adandozan, mais disent qu'il y a des choses qu'on ne doit pas dire. Donc, vous savez, dans un pays, il y a plusieurs forces en contradiction. Donc, il y aura des gens qui vont toujours contester, il y a des familles qui vont toujours contester, il y a des familles qui vont dire oui, elle a régné, parce qu'aujourd'hui, la famille Rangbé reconnaît que Tachirangbé a bel et bien régné. Pour preuve, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est assis sur le trône de Tachirangbé. Donc, contestation ou pas, elle a vécu, elle a marqué son époque. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle des Agodiers, les Minons, les Agodiers, ensuite les Amazones, c'est fort, même si au début on les a attribués au roi Guézo, qui était juste venu reformer le corps. Quand on parle de l'armée élitiste du Dahomey, c'était les Amazones qu'on voyait. Alors, on se rend compte donc qu'il y a une volonté manifeste donc d'effacement de l'histoire donc de Tachirangbé. C'est exactement ce qui s'est passé avec d'autres figures féminines fortes dans l'histoire de l'Afrique. Je pense par exemple à la reine Anne Zinga d'Angola. Non, Anne Zinga, je ne pense pas qu'elle ait été effacée, Anne Zinga. Je ne pense pas. Pour moi, Anne Zinga a vraiment marqué son époque et son temps aussi. Même si, à un moment donné, vous savez, et c'est ce que je dis, il est temps que les Africains racontent leur histoire.
Qu'on ne soit pas en train d'attendre que ce soit les autres, les Occidentaux, qui la rencontrent à notre place. Si on doit la rencontrer, ils l'effaceront. C'est à nous maintenant, c'est à nos historiens, c'est à nos chercheurs de les remettre, de les mettre en lumière, de faire découvrir les pans de ce qu'ils étaient. Anazinga était une reine forte, vraiment, et un stratège militaire. On n'oublie pas aussi la princesse ou la reine Saraounia, si vous voulez, qui a fait... Burkina. Qui a fait barrage donc à la mission Voulé-Chanoine, qui a quitté l'Algérie, on le sait tous, passé par le désert pour prendre le contrôle du... Pour moi, c'est vrai que la femme a eu une époque, la femme a vraiment régné, a vraiment pris les choses en main. La modernisation de la société a fait croire à la femme qu'elle n'avait pas le pouvoir d'exister, elle n'avait pas le droit à la parole. Mais on se rend compte aujourd'hui, au fur et à mesure, quand on lit l'histoire, quand on fait des recherches, que les femmes à l'époque avaient un pouvoir qui était considérable, qui était dans leurs mains. Qu'on le veuille ou pas aujourd'hui, même pas aujourd'hui, le roi avait ce qu'on appelle la reine-mère. Il était obligé de la consulter avant toute action. C'est d'ailleurs ça qui confère le nom de Tassi à Rangwe, parce que Tassi, dans... La tante. Absolument, voilà. La tante, la prêtresse, celle qui devrait faire des libations, évidemment, envers les dieux. Alors, votre ouvrage, votre bande dessinée, qu'on voit d'ailleurs là à l'écran, pourquoi vous avez choisi un format très léger, d'abord, on l'a bu en 1 minute 30 secondes, et j'exagère là à peine, c'est-à-dire, vous ne voyez même pas le temps passer lorsque vous lisez l'ouvrage, c'est justement ça, tenir en haleine le lecteur, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on est dans une ère où le livre n'a plus forcément sa place, où un livre d'histoire écrit de façon élitiste serait passé inaperçu dans les rayons. Oui, parce que la bande dessinée est l'un des meilleurs médias, pouvait passer les informations. Et pour moi, en tant que médiatrice culturelle, qui est grandie dans la BD, qui a fait une soutenance sur la bande dessinée, c'est l'un des meilleurs vecteurs pour faire passer toutes les informations. Mettez une bande dessinée dans la main d'un enfant, il vous la lira en 10 minutes, parce que rien que déjà, les images, la chronologie des images, lui raconte déjà l'histoire jusqu'au bout. Un peu de test, mais en plus, ça emmène l'enfant à se forger un imaginaire, à se dire, ah oui, mais cette reine-là, il faut que j'aille la découvrir maintenant, parce que maintenant, ils ont les réseaux sociaux, ils ont l'IA, ils ont beaucoup de choses pour pouvoir chercher et en savoir un peu plus sur notre histoire et de façon ludique, comme je le dis. Vous l'avez dit, 10 minutes chrono, vous l'avez lu. Si c'était un pavé, je ne l'aurais jamais lu. Je l'aurais jeté dans un coin, mais quand je mets ça dans la main de 10 jeunes de 8 ans à 12 ans ou 15 ans, même à un adulte, on le lit, on est content. Alors, lorsqu'on lit, l'ouvrage également, on se rend compte qu'à travers, on va dire, l'histoire racontée autour de Tassi Rangwe, que c'est un personnage ou c'est une reine, un personnage de l'histoire qui était en avance sur son époque, parce qu'au XVIIIe siècle, dans une société patriarcale, elle a trouvé le moyen d'émanciper les femmes en leur permettant d'accéder aux métiers qui sont réservés donc, traditionnellement aux hommes. Elle crée donc un corps d'élite pour assurer sa sécurité personnelle parce qu'elle ne se sentait pas en sécurité. Donc, elle était presque en avance sur son temps, on dira. Effectivement. Bon, je pense que les femmes sont toujours en avance sur leur temps. On va le dire comme ça. Pas parce que je suis féministe, mais pour moi, cela se devait. Elle devait être en avance parce qu'elle est arrivée dans un climat pas favorable pour elle. Et quand c'est comme ça, on se bat 5 fois plus pour aller de l'avant. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a juste marqué son époque. Déjà, faire payer les impôts. Ah, c'est pas évident. Amener les femmes à faire des métiers d'hommes, aller au combat, être tisserande, travailler les métiers de la forge, etc. Et c'est déjà mettre en lumière les femmes et dire que vous pouvez le faire, tout comme les hommes aussi. Et ça, pour moi, comme je le dis, vous voyez, le président Talon a fait fort, il nous a mis une belle Amazone pour nous montrer à quel point elle compte dans nos vies. Nous, les femmes et les Noirs, nous sommes des Amazones. Je dirais les femmes africaines, toutes les femmes sont des Amazones. Qui sont aujourd'hui les héritières de la reine Tassi Rangwe, au-delà de celles qui assurent, on va dire, le trône dans le royaume, ou du moins dans le palais de Tassi Rangwe? Il y a beaucoup de femmes qui sont les héritières de Tassi Rangwe, beaucoup, parce que j'ai eu en mars 2024 à monter une exposition que j'ai appelée Héroïnes d'hier à aujourd'hui. Et les héroïnes d'hier à aujourd'hui, il y avait toute une panoplie de femmes. Il y a eu Tata Adjache,
il y a eu, je peux dire, Madame Soglo, feu Madame Soglo, il y a eu Angélique Kidjo, il y a aujourd'hui la jeune génération Noélie Yarigo, il y a Marie-Cécile Zinsou, il y a toutes celles-là qui sont les héritières de Tachi Yangoé parce que de par chaque pas qu'elles ont posé, elles impactent le monde, elles ont impacté le monde de par, je peux dire, la connaissance qu'elles envoient, les actions qu'elles mènent, et toutes les femmes béninoises, même aujourd'hui les femmes, nos femmes ministres, les jeunes femmes ministres, sont aussi des Rangoué modernes. Parce qu'elle pose un pas. Et cette corde-là, qui a été déjà tissée par les anciens, on essaie toujours de continuer de la tisser, cette jeune génération, pour aller de l'avant. Et moi, je dis, il est temps que notre génération, il est temps que les générations futures retrouvent en toutes ces héroïnes-là des valeurs qu'elles peuvent utiliser à bon escient pour elles-mêmes. D'accord. Alors, on parlait tout à l'heure du profil psychologique de Tachi Yangoé. On ne peut pas occulter, on a parlé très brièvement, je me permets de revenir là-dessus. On a parlé de ce qui se disait de cette femme-là. Donc, on l'a traité de mère légère. De reine frivole, de vie de libertinage, des clichés donc propres à la société patriarcale, on le sait. Mais pour autant, les femmes ne sont pas émancipées, de ce regard-là de la société sur elles. Finalement, on a l'impression. Bon, on a l'impression parce que vous savez, les préjugés restent. Beaucoup de préjugés restent surtout. C'est vrai qu'elle est venue, elle a commencé à régner, on l'a traité de faire défiler les hommes au palais. Mais moi, c'est des rumeurs parce qu'elle était mariée. Elle était mariée à Agbo Sassa, qui était un riche commerçant à l'époque. Un homme qui passait le temps à voyager. Elle avait des enfants. Donc, il fallait trouver tous les éléments pour montrer qu'elle ne pouvait pas régner. La discréditer totalement auprès de tout le peuple et de la royauté. Et vous savez, même l'élément le plus fort, c'est que lorsque son fils est décédé, ils l'ont roulé... Son seul fils, à ce qu'il paraît. Bon, c'est l'histoire, nous dit son seul fils, mais d'autres sources nous disent qu'elle a eu d'autres enfants. D'accord. Voilà. Mais c'était le fils qui était le plus grand parce qu'on lui donnait déjà presque 18, 20 ans, 23 ans. Et son fils... On tue son fils, on le roule dans une natte, on le dépose sur la place du marché. Et on l'appelle pour lui dire de venir voir quelque chose. Elle arrive, on déroule la natte et c'est son fils qu'elle voit dedans. Que peut faire une mère si ce n'est s'effondrer? Elle s'est effondrée. On lui a reproché de s'être effondrée. Pourquoi va-t-on reprocher à une femme qui perd un fils de s'effondrer? Elle s'est effondrée, elle s'est assise par terre. Pas n'importe quelle femme. Oui, la reine en plus. Et déjà ça, on a dit qu'elle ne devait pas. Parce que, vous allez voir, il y a un passage dans la bande dessinée où on la voit, elle est assise par terre, les chaussures en l'air et ça éparpillé. Et le mythe qui lui disait, non, ma reine, vous ne pouvez pas. Mais on ne peut pas jouer des sentiments d'une personne quand on perd un enfant. Est-ce qu'un souverain on va dire, on ne reconnaît pas aussi un souverain de par son flegmatisme? Un souverain a des émotions. Un souverain aussi a des émotions. C'est un humain. Il a beau être sur le trône, il a des émotions. Il peut pleurer, il peut crier, mais on lui dit non, de retenir ses émotions et de ne pas. Mais c'est une femme, c'est une mère qui perd son fils de façon tragique parce que l'histoire nous dit qu'il aurait été kidnappé. Bon, dans la bande dessinée, vous voyez un peu, il était kidnappé, ensuite assassiné. Et c'est suite à cela qu'elle a décidé, parce qu'elle a dit, vous avez criminalisé le pouvoir, je veux devoir partir, vous avez eu ce que vous voulez. Très bien. Alors, pourquoi il y a ce regain autour de l'histoire de Tachi Yangoé aujourd'hui? Vous n'êtes pas la seule à avoir commis une BD sur Tachi Yangoé. Il y a Nathalie Sabo également, qui récemment a publié une BD sur la reine, qui a régné sur le Dan romain. Il y a eu même une adaptation au cinéma de l'histoire donc des Agodje, notamment le film The Woman King, à Hollywood. Pourquoi? Qu'est-ce qui explique ce regain d'intérêt autour de cette histoire restée longtemps, on va dire, sous boisseau? Pour moi, mon regain d'intérêt, ce n'est pas seulement Tachi Yangoé. Vous avez vu, il y a la bande dessinée Béranzine. Béranzine, absolument. Voilà. J'ai décidé de faire de mon cheval de bataille, de me remettre en lumière tous ces personnages-là qui ont marqué notre histoire. Et travailler sur Tachi Yangoé, la mettre en lumière, c'est un cheminement que je suis en train de suivre. Béranzin, Tachi Yangoé, il y a d'autres qui viennent encore très bientôt pour continuer ce travail-là que j'ai décidé de faire, parce que j'ai dit il est temps que nos enfants, la génération, apprennent à mieux se connaître, apprennent à mieux connaître son histoire. Aujourd'hui, quand on raconte l'histoire de la France,
on a appris Louis XIV, Louis XV, tous les rois de France, on les a tous étudiés. Mais qui est capable de connaître nos rois à nous? Si ce n'est à nous de faire ce travail-là pour les remettre en lumière. Quand on parle du roi Guézo, il y a eu beaucoup de livres, il y a eu beaucoup de recherches, etc. Mais on ne voit pas de livres sur Guézo. On appelle le roi réformateur. Voilà, on a besoin de cela. On a besoin de médias comme la bande dessinée, de livres, pour pouvoir mieux apprendre et mieux s'approprier cette histoire-là. Donc pour moi, c'est un chemin, les remettre en lumière pour qu'on puisse les découvrir de cette façon la plus ludique possible. Quelle est la réception critique de vos ouvrages Jusqu'aujourd'hui, elles sont toutes bonnes, les gens sont contents d'avoir des bandes dessinées, de pouvoir mettre, comme on dit, offrir un cadeau à des enfants. Mais ils sont contents parce qu'ils disent enfin, on commence à mieux lire, à mieux connaître ces personnages qui ont marqué. La critique jusqu'à présent, elle est positive. Votre ambition, c'est de pouvoir faire en sorte que cette histoire soit connue de presque tous les adolescents, tous les jeunes béninois, d'ailleurs. Tous les jeunes adolescents du Bénin, de l'Afrique, de la diaspora, de partout. Parce que comme je dis, nous sommes un. Aujourd'hui, le Bénin, c'est partout. Tu vas au Canada, tu as des Béninois. Tu vas partout, tu as des Béninois. Et leurs enfants ont besoin d'avoir un pied, de s'enraciner. Et c'est la meilleure façon pour eux de s'enraciner en connaissant leur histoire de façon ludique. Est-ce qu'il y a d'autres projets de cette nature qui sont dans les tuyaux actuellement? Oui. Il y a 2 bandes dessinées qui viennent aussi très bientôt. Toujours. On peut avoir l'exclusivité Non, on ne spoil pas. D'accord, donc on ne va pas spoiler. Alex Spoiler. Donc Sonia, merci beaucoup d'être passée sur 5 sur 7 matin, partager cette histoire formidable de Tassi Angwe, reine du Dahomey, donc que vous avez réalisé avec Ezekias Gbadamassi. On s'imagine bien que c'est lui qui nous a offert ces beaux dessins. Oui, Ezekias, c'est un jeune Togolais. Il est Gbadamassi, c'est un jeune Togolais. D'accord. Oui, c'est un jeune Togolais, 22 ans, mais qui est pétri de talent. Sincèrement, il ne connaissait pas l'histoire du Dahomey. Il a commencé les premiers dessins. J'ai dit non, tu viens au Bénin. On va travailler ensemble. Et quand on a commencé à travailler, il était tellement épaté. Il m'a dit, ouh, madame, j'ai dit oui, parce qu'il faut qu'on montre la reine dans tout son panache, dans tout ce qu'elle incarne. Et on continue toujours de travailler avec lui parce qu'on a des projets très, très beaux qui arrivent là. Ouvrage donc paru aux éditions Lara, qui est, je peux dire aujourd'hui, qui est l'un des meilleurs, pas pour le jeter les fleurs, mais qui est l'un des meilleurs, qui a décidé de démocratiser la bande dessinée, parce que ce n'est pas facile de faire un album de bande dessinée, ça coûte excessivement cher. D'abord, les dessins, l'impression, etc. Et Lara, à qui je dis grand merci, ceux qui nous ont accompagnés, la fiduciaire d'Afrique, et M. Kwaouzoti, et toutes les personnes la famille Zorum, qui était Zorum, pour ne pas dire Erangwe, qui nous a accompagnés pour pouvoir faire cette bande dessinée-là. Très bien. Sonia, merci beaucoup. Donc, disais-je, merci d'être passé sur 5 sur 7 matin, partager ces moments d'histoire, de littérature en notre compagnie. On espère que cela va inciter davantage ceux qui ne connaissaient pas cette bande dessinée, donc Tassi Angwe, reine du Dahomey, à se procurer l'ouvrage et à lire cette BD-là. C'est très intéressant. Vous n'en aurez que pour, allez, on va le dire, une demi-heure maximum. Et vous serez passé à autre chose. Et vous y reviendrez sans doute parce que c'est très intéressant. Vous passez une excellente journée de lundi. Merci beaucoup. On se retrouve agréable lundi à vous aussi. Agréable semaine à vous. Juste derrière vous, on va continuer à parler d'histoire avec Patrick Diossou. Vous ne partez pas, Sonia. J'ai envie de vous demander si vous connaissez le premier roi de Parakou. Non. Non. D'accord. On va vous commettre Patrick Diossou pour nous raconter son histoire. Akpaki Diro Bekuro, c'est le premier souverain qui régna sur la cité des Koboro. A tout de suite, on va prendre une pause. Derrière, on retrouvera Patrick Diossou pour sa chronique, juste après le forum de discussion, le débat matinal, et ainsi de suite. À tout de suite.